Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo que je voudrais consacrer au thème des civilisations, un thème essentiel, puisque le siècle passé a été celui des religions, du réveil religieux, et comment on s'en est rendu compte. Eh bien, le 21e siècle sera celui des civilisations, du réveil des civilisations, du retour en force des civilisations. Je ne suis pas le premier à le dire, évidemment, mais je vais essayer de vous montrer que ces civilisations sont le grand absent du débat public et qu'elles nous jouent des tours, surtout quand on les refoule loin de notre conscience et loin du radar des décideurs politiques et culturels. Effectivement, les civilisations sont le grand absent de notre époque. Je vais donner quelques exemples. Vous prenez par exemple le thème de l'immigration en France ou en Europe d'une manière générale. On vous dit il faut que les immigrés s'intègrent, il faut qu'ils s'assimilent. D'accord, je suis le premier à dire oui, bien sûr, c'est nécessaire. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que cette intégration, je n'ai même pas dit assimilation, cette intégration n'a pas lieu, ou si elle a lieu de manière très partielle et surtout très lente. C'est le cas évidemment en France, mais on peut voir aussi ça un peu dans tous les pays d'Europe, surtout d'Europe occidentale. On rentre là-dedans dans un débat qui est un débat assez stérile entre populistes, souverainistes, progressistes, identitaires et autres. Ils ne se mettent pas d'accord parce qu'ils n'ont pas de point commun. Et le débat serait beaucoup plus fécond. Et on risquerait sinon de tomber d'accord, mais du moins de progresser. Si on se regardait le thème, si on regardait le sujet, si on le prenait par le biais de la civilisation. Vous avez aujourd'hui en France notamment plusieurs civilisations qui sont en coexistence ou cohabitation, voire en concurrence avec la civilisation française. Parce que les immigrés ne transportent pas seulement leurs vêtements et leurs bagages, ils transportent leur civilisation, surtout quand ils viennent en grand nombre. Et c'est le cas en France. Donc vous avez des civilisations aujourd'hui qui sont côte à côte en France, or les civilisations, elles ne se diluent pas comme ça. Elles n'aiment pas le métissage, parce que pour une civilisation, le métissage, c'est la disparition. C'est vrai pour la civilisation islamique, maghrébine, sahélienne, mais aussi pour la civilisation andine, latino-américaine, vietnamienne. C'est pas une question de religion tout ça, c'est une question de fait civilisationnel. Parce que si une civilisation disparaît, ben elle n'a pas accompli sa mission. Une civilisation, ça digère lentement. Les apports nouveaux, ça peut importer des choses, des biens culturels, une technique, une mentalité, des lois, un code pénal, une manière de voir, de sentir le monde. Ça le fait, la civilisation le fait, hein. C'est vieux comme le monde. Mais ça prend du temps, parce que sinon, parce que qu'une civilisation, elle protège son réacteur. Son réacteur est fait d'une manière de voir le monde, d'une personnalité. C'est ça quand vous vous rendez, je sais pas moi, en Espagne ou au Portugal, vous êtes sûr que vous êtes en Espagne ou au Portugal. Vous n'avez même pas besoin que les gens vous parlent, ou même pas besoin de lire les enseignes. Vous savez que vous n'êtes pas en France, donc vous n'êtes pas en Arabie Saoudite. C'est la personnalité des gens, du lieu, même l'air du temps à la limite, l'air qu'on respire. C'est ça la civilisation. C'est un ensemble de choses souvent indicibles, comme les mentalités, les attitudes, la manière de réagir face au stress, face à la richesse, face aux inégalités, face à la violence. C'est ça la civilisation. Et ce concept-là, ce qu'on pourrait appeler cet être collectif qui est la civilisation, eh bien, il a des réflexes. Il ne se dilue pas comme ça, on ne peut pas demander à la civilisation islamique d'accepter la laïcité comme ça. Elle l'acceptera jamais à mon avis, mais même si elle l'accepte à un certain degré de la laïcité, ça prendra des siècles. Je ne suis pas en train de défendre, moi je suis pro-laïcité, je vais juste mettre les choses au clair, je prends juste un exemple de choses extrêmement antagonistes qui, à mon avis, qui ne peuvent pas se marier. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, j'ai juste donné un exemple. Donc, la civilisation, si on daignait prendre la peine de la prendre en compte, elle nous expliquerait, elle nous dirait beaucoup de choses sur les problématiques d'intégration aujourd'hui en France. Et pourquoi une intégration des Ukrainiens se passe plus facilement en Italie que celle, je ne sais pas moi, des Maghrébins en France. Ou l'intégration des Latinos en Espagne, ou des Boliviens en Espagne se passe plus facilement que celle des Marocains en Espagne. Bon, on pourrait regarder ça. Un autre exemple de la prégnance de ce fait civilisationnel, de sa présence forte, mais qui est quand même assez subliminale, parce qu'on ne veut pas le mettre en... On ne l'a pas invité, il n'est pas à table des négociations, il est là, mais c'est comme une odeur qu'on respire, mais on ne sait pas donner un nom dessus, on ne peut pas mettre un nom dessus. Prenez par exemple le capitalisme, on nous dit le capitalisme a triomphé, la mondialisation est partout, c'est faux. Le capitalisme n'a pas triomphé partout. Le capitalisme a besoin de l'état de droit et de règles
juridique, il a besoin d'une sécurité juridique, sinon c'est pas le capitalisme, c'est autre chose. C'est la loi de la jungle, c'est, je sais pas, on peut appeler ça si vous voulez le capitalisme sauvage, ce qu'on a dit ici dans les Amériques, le crony capitalisme, le capitalisme des comparses ou des amis, enfin de la connivence, c'est pas le capitalisme, hein, c'est pas Adam Smith, c'est même pas le capitalisme financiarisé tel qu'on voit en Europe ou aux États-Unis ou au Canada ou à Singapour, c'est autre chose. Vous prenez toute l'Afrique, quelques nuances près évidemment, vous prenez une grande partie du monde arabe, bonne partie de l'Europe centrale, orientale, l'Amérique latine, le capitalisme subit de grandes limites. Prenez par exemple la prégnance, par exemple, de la résistance de la civilisation islamique au capitalisme. Résistance par la banque islamique, la résistance par le ramadan. Quand vous avez, bon, il y a 1,3 milliard de musulmans, disons qu'ils font tous le ramadan, je vais exagérer pour aller vite. Vous avez 1,5 milliard, presque 1,5 milliard de personnes qui jeûnent pendant 30 jours à un jeûne strict. Vous avez une énorme résistance au capitalisme, parce que le capitalisme, c'est la productivité, c'est asservir la nature par le travail humain pour produire. Vous avez un mois, vous ne produisez pas grand-chose, il faut être sérieux. Je ne suis pas contre le ramadan, encore une fois. Je prends beaucoup de précautions parce que les gens sont tellement énervés, polarisés, qu'on a du mal à parler sereinement. Donc, mais je prends l'exemple, vous voyez bien. Vous prenez par exemple l'Afrique subsaharienne. Comment voulez-vous avoir un capitalisme digne de ce nom si vous avez des coups d'État, si vous avez un pays comme le Burundi, où je crois que tous les présidents, aucun président n'a terminé son mandat. Si vous n'avez pas d'état de droit, si vous n'avez pas de tribunal du commerce, il n'y a pas de capitalisme. Si vous n'avez pas de cours d'arbitrage, il n'y a pas de capitalisme. Il y a autre chose. On fait de l'argent différemment, mais ce n'est pas le capitalisme. Et vous voyez, qu'est-ce qui résiste au capitalisme? C'est la civilisation locale. On dit les cultures, les mentalités, mais c'est la civilisation. C'est ce qui unifie tout ça. Parce que derrière la civilisation, il y a la religion, des religions. En général, ça va ensemble. C'est ce qui lie les personnes. C'est ce qui fait que les gens se comportent de la même manière un peu partout. Prenez, je sais pas moi, pour pas faire de polémique, vous prenez un Marocain, il est le même au Canada comme à Singapour ou au Maroc. C'est la civilisation marocaine qui l'habite. Je pense que c'est pareil pour un Égyptien ou un Congolais ou autre. Prenez un autre exemple, les droits de l'homme. On nous dit les droits de l'homme, oui, c'est universel. Bon, j'écris souvent qu'elles ne sont pas universelles, pour plein de raisons, notamment la résistance de civilisation au thème des droits de l'homme. Prenez l'Amérique latine, elle résiste aux droits de l'homme. Pourtant, c'est l'Occident, pourtant, c'est catholique, c'est protestant à la marge, ou de plus en plus protestant dans le cas du Brésil avec les évangéliques. Ça parle espagnol, portugais, les gens ont les yeux braqués sur les États-Unis et sur l'Europe. Ça devrait être le territoire idéal pour la diffusion des droits de l'homme. Eh ben non. Il y a la liberté sexuelle, mais ça, c'est pas les droits de l'homme, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un avatar de la civilisation occidentale. Et les droits de l'homme, c'est-à-dire la liberté, la fin de la torture, le habeas corpus, la dignité humaine, ces choses-là, même, j'allais dire, la fin de la peine de mort, la fin des châtiments physiques, la dignité humaine, l'intégrité humaine, le respect de la personne, la fin des homicides, par exemple, ou qu'ils tendent vers zéro. Tout ça, ça n'existe pas en Amérique du Sud, à part peut-être au Panama et au Costa Rica, c'est l'état de guerre partout, c'est un enfer sur terre de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que les narcos sont là. Parce qu'on vous dira, ouais, les narcos sont là, les narcos au Brésil, je crois qu'ils tuent chaque année, bonne partie des 65 000 homicides qu'il y a au Brésil, c'est les narcos. Au Mexique, il y a 30 000 homicides, la plupart liés aux narcos, c'est plus que la guerre en Syrie, hein, de loin. Mais les narcos, ils ne sont pas, c'est pas des martiens, ils ne sont pas arrivés de Tchétchénie ou du Congo-Kinshasa. Ce sont des latino-américains. Ils ont été permis parce que la civilisation latino-américaine leur a donné un espace. Parce qu'elle n'a pas pu faire un État. Elle n'a jamais pu faire un État fort, un État de droit fort, mais un État fort, hein, et de droit, plus donc un État démocratique, qui puisse avoir le monopole de la violence, le monopole légitime de la violence, de la force. La société latino-américaine, les civilisations latino-américaines, qu'elles soient brésiliennes ou mexicaines ou colombiennes ou autres, n'ont jamais réussi à bannir la violence. Ça, c'est un fait civilisationnel. Quand vous avez des gens qui se font couper les oreilles pour un oui, pour un non, ça c'est un problème de civilisation. Ce n'est pas un problème seulement de police ou de justice. Les gens vont dormir tranquilles le soir en sachant que dans la favela d'à côté, les gens se font dissoudre dans l'acide. C'est ça qui se passe. C'est ça quand je vous dis la civilisation. C'est que les gens ne trouvent pas insupportable des choses qui ailleurs seraient tout à fait impensables. Quelqu'un de Singapour ou à quelqu'un de Hong Kong ne peut pas lui dire, bah, vous savez, à 2 pas de chez vous, il y a un type qui est en train de se faire découper en morceaux, et donc on va être dissous dans l'acide parce qu'il a osé dire qu'on vend du trafic, qu'on vend de la drogue en bas de chez lui. Il a dit à la police et puis les trafiquants sont vengés. C'est des choses insupportables dans ces latitudes. Et bien en Amérique du Sud, non. C'est la civilisation qui accepte ça.
et qui vit avec, qui fait que les gens font des élections, ils vont en vacances, ils ont des magnifiques telenovelas, ils ont une culture assez intéressante, voire j'allais dire sublime, oui, par certains aspects, mais à côté vous avez des poches comme ça d'hyperviolence, ou même des inégalités hallucinantes. Vous avez des gens au Brésil qui, je sais pas moi, ils importent le chocolat de Suisse et puis ils savent qu'à 200 mètres de chez eux, il y a quelqu'un qui vit avec moins de 100 dollars par mois. C'est la civilisation qui permet ça. C'est pas seulement l'égoïsme de la personne, parce que la personne en face qui vit avec 100 dollars par mois, elle ne pose pas une bombe pour se débarrasser du type qui gagne 10 000 dollars par jour. Non, non, elle l'accepte. Donc ce sont des liens, ce sont des choses à la limite tacites qui solidifient la construction sociale. Voilà, donc 3 exemples. J'ai parlé de l'exemple de l'intégration des immigrés en Europe, j'ai parlé des résistances au capitalisme à son avancée dans certains pays émergents, pas tous, mais dans une bonne partie des pays émergents, des pays sous-développés, pour être précis. Et j'ai parlé de la résistance de la civilisation latino-américaine, ou des civilisations latino-américaines, si vous voulez séparer le Brésil du reste, face aux droits de l'homme. Maintenant, je voudrais prendre un 4e exemple, qui est celui du Maroc, toujours pour creuser ce thème des civilisations, et pour montrer qu'on n'est pas en train de parler seulement de choc des civilisations. On est face à, enfin je voudrais surtout vous sensibiliser au retour des civilisations, au rappel à l'ordre. C'est comme si quelqu'un vous tirait comme ça par l'épaule pour vous dire attention, je suis là, prenez compte de mes demandes, tenez compte de ma présence. Le Maroc aujourd'hui planche sur un nouveau modèle de développement, donc il y a une commission qui est réunie, qui va certainement formuler une feuille de route, une planification, je ne sais pas, moi, je ne vais pas préjuger ses résultats, mais une feuille de route certainement à 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Ce sont les fameuses visions 2030, 2040 et autres, hein, c'est bien. Mais quand on parle de développement, ça veut dire qu'on est déjà au niveau de la solution, ça veut dire qu'on sait déjà qui on est. Parce que le développement, ça marche quand on sait qui on est, quand on connaît son identité. On connaît son identité, on connaît donc ses forces et ses faiblesses. Pour parler le langage du management, on connaît ses marges de progression, ses domaines de progression. On connaît les gaps. Donc les gaps, ils sont faits pour être remplis, pour être, comment on dit, matchés, meet the gap. Voilà. Ça, c'est un travail à la limite assez managérial. C'est de l'implémentation, c'est très important. Hein. L'implémentation est souvent plus importante que la stratégie. Combien de stratégies merveilleuses n'ont pas été implémentées et ont donné des... Combien de montagnes ont accouché d'une souris. Voilà. Mais est-ce que nous savons qui nous sommes? Si nous savions qui nous sommes, voilà, si nous avions cette conscience-là de qui nous sommes, banco. Moi j'en doute. Moi j'ai l'impression qu'il y a une civilisation marocaine qui n'est pas du tout prise en compte. Moi j'étais le premier à ouvrir les yeux sur cette civilisation, sur cette réalité qui est là sous nos yeux, mais qu'on fait tout pour ne pas la voir. J'ai ouvert les yeux quand mon père est mort. J'ai écrit un livre sur le sujet, mon père est mort en 2016 d'un infarctus sur la voie publique, dans la capitale politique du Maroc, à quelques mètres de la morgue, qu'il a fait les choses de manière élégante, on va dire. Eh bien, j'ai découvert pendant les 40 jours qui ont suivi sa mort, un cirque, un enfer. Un enfer fait de mentalité, de valeurs, de manière d'être, de manière de penser la mort, qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas celles qui sont dans les médias ou dans la doxa, dans la pensée commune, dans la pensée qui est permise, le discours qui est permis. Un exemple, juste un exemple, le reste est dans le livre. Il m'a fallu réunir 12 hommes, 12 mâles, hein, comme on dit maintenant, pour prouver à l'État que je suis le fils de mon père. Ou bien il me fallait réunir 24 femmes. Si je ne voulais pas réunir 12 hommes, 12 mâles, il me fallait 24 femmes. Ça, c'est la loi. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas droit à l'héritage, ou vous ne pouvez même pas récupérer l'argent qui est sur le compte de votre père. Donc vous réunissez 12 personnes, ça peut être des repris de justice, ça peut être le chauffeur de taxi ou de l'Uber qui vient vous déposer, ça peut être le gardien de voiture d'à côté, ça peut être qui vous voulez. Que ce soit 12 personnes qui ont une carte d'identité, qui disent au notaire, qui vient chez vous, vous disent voilà, ce monsieur est bien le fils de son père. Vous vous rendez compte? C'est ce que j'appelle la civilisation. C'est l'éléphant dans la pièce, c'est the elephant in the room, que personne ne veut voir. Alors c'est bien de parler de développement, mais développement de quoi? Est-ce qu'on est sûr d'agir sur le bon niveau? Parce que on peut, sur un vernis, on peut tout faire, ça restera un vernis. Si on ne travaille pas les muscles, les tripes et l'ossature, le corps ne va pas changer. Or, le développement, c'est une transformation.
Donc si on continue dans si on file la métaphore du corps, vous pouvez travailler sur le teint de la peau, vous pouvez faire du bronzage, c'est bien, vous pouvez même faire du tatouage, ça peut coûter cher, certains coûtent très cher. Mais vous n'allez pas changer, vous n'allez pas être plus beau, ou plus riche, ou surtout plus apaisé, plus fort, vous n'allez pas sauter plus haut, vous n'allez pas courir plus vite, vous n'allez pas maigrir si vous voulez maigrir, vous n'allez pas grossir si vous voulez grossir, vous voyez ce que je veux dire? Or, la modernité telle qu'on la pratique au Maroc, c'est un vernis occidental laissé par le protectorat français, qui a été prolongé par la génération de mon père et de nos parents, qui était une génération qui a gardé la civilisation occidentale avec les yeux grands ouverts. Et cette génération est partie, les élites aujourd'hui sont marginalisées dans leur propre pays, c'est-à-dire qu'elles sont au contrôle du pays, elles sont au haut de la pyramide de Maslow, on va dire, hein. Elles font partie des rares personnes, de la minorité en tout cas, qui a tous ses besoins qui sont remplis. Elles exercent un pouvoir de façade, c'est-à-dire qu'elles participent à la politique, elles détiennent des groupes de médias et autres, mais elle est marginalisée, elle est complètement dépassée par la civilisation marocaine qui n'a pas changé. Elle a résisté au protectorat, elle a résisté à l'indépendance et à toutes les réformes. Elle n'est pas du tout moderne, ni modernisée, ni moderniste. Quand vous avez besoin aujourd'hui de 12 personnes pour dire que vous êtes le fils de votre père, vous n'êtes pas en modernité. Je pourrais filer des exemples, j'ai fait un livre sur le sujet, il est paru en 2019. Livre livre interdit de circulation au Maroc, pour des raisons que vous pouvez... moi je ne comprends pas ces raisons-là, mais bon. Vous pouvez imaginer pourquoi il a été interdit. Moi je me rends compte qu'il a peut-être été interdit parce qu'il a touché du doigt le monstre, le fantôme dont on ne veut pas parler, qui nous hante, la civilisation. Parce que le problème, ce ne sont pas les institutions, les leaders et autres. Ça peut se... Ça c'est une chose qui s'arrange. Quand on en est à réformer des institutions ou à changer de leader, on est déjà dans la solution. On a déjà résolu le problème, c'est qui nous sommes. Sommes-nous des Arabes, sommes-nous des musulmans, sommes-nous des gens modernes? Voulons-nous l'Occident? Voulons-nous la modernité? Quelle modernité voulons-nous? Est-ce que nous désirons vraiment le développement ou pas? Plein de choses. Donc tant qu'on n'a pas résolu ça, tant que ça n'a pas été travaillé à fond, tant qu'on n'a pas de message à donner à soi-même et au monde, on peut travailler sur le vernis comme je viens de le dire. Je pense que mon livre, il a touché ça. Donc, moi je doute que nous ayons besoin d'un modèle de développement, malheureusement. Nous avons besoin, pour le coup, d'un nouveau modèle civilisationnel. Nous avons besoin d'une nouvelle civilisation. Et je pense que le pire service que peut se rendre une personne ou un pays, c'est de se mentir à soi-même. C'est d'aller faire du hors-sujet, perdre son temps et l'espoir de génération, à se mentir à soi-même, à maintenir cette espèce de comédie ou tragicomédie, comme vous voulez, entre le Maroc officiel, celui des vitres teintées, celui des beaux buildings et autres, et le Maroc réel, qui est là. Hein. Il suffit de... C'est comme sur un corps, vous enlevez le vernis, vous enlevez le bronzage, l'été fini, le corps redevient comme il est. Hein. Et c'est un travail sur soi qu'il faut faire. Donc, cela ne veut pas... Alors, évidemment, ce travail-là, hein, ce travail sur la civilisation, est extrêmement périlleux, parce que quand on touche, je le disais au début de la vidéo, au réacteur même d'une société, de ses mentalités, on touche à des choses qui sont explosives. Il n'y a pas seulement la religion, il y a tout un rapport au monde. Rapport à la femme, rapport à autrui, rapport à l'État, rapport à la loi. Vous prenez la notion, par exemple, je ne sais pas moi, prenez le rapport à la loi. Est-ce que la loi est là pour me protéger et pour me donner ma place dans la société, ou est-ce juste une limite, une espèce de référence que j'utilise contre autrui pour lui nuire? Je peux vous donner un exemple. J'ai connu un directeur d'un centre des impôts qui me disait que tous les jours il avait des administrés qui voulaient, c'est comme ça qu'on dit, des contribuables, qui veulent donner de l'argent en bakchis à ses fonctionnaires. Pour des trucs, pour des formulaires tout à fait de base, il n'y a rien de... On ne parle pas d'évasion fiscale, on parle juste d'un tampon sur un formulaire. Et bien, les gens, ils obtiennent leur tampon sur le formulaire dans des conditions décentes, et ils insistent pour donner 50 dirhams, 100 dirhams, 5 euros, 10 euros au préposé. Là, vous êtes devant un fait de civilisation. C'est-à-dire que les gens se sentent obligés d'acheter la personne. Pas pour l'humilier, non, c'est pour créer un lien. C'est une communication. Quand je te donne 5 euros, c'est une communication. C'est une faveur. On crée un lien, une relation interpersonnelle.
Quand je vous dis que la loi c'est juste une fonction de référence, ou même, j'allais dire décorative, c'est trop péjoratif, et c'est pas exact. La loi n'est pas seulement décorative, c'est une limite. C'est-à-dire que c'est un recours. Si je n'arrive pas à avoir un lien, une relation avec toi par la civilisation traditionnelle, eh bien je vais t'attaquer en justice. Et là on va, ma grand-mère dit la justice des Nazaréens, ça là, la justice des Blancs on va dire, pour dire le tribunal c'est ce qui est importé, c'est la civilisation occidentale. Vous voyez les gens dans le tribunal, ils portent des cravates, tout ça, mais dedans, les mentalités sont des mentalités qui sont issues de la civilisation marocaine traditionnelle. Au tribunal, ils prolongent un fait social, démographique, civilisationnel qui est né ailleurs. Donc ça que je veux dire, tant qu'on n'a pas pris ça en compte, on travaille sur le vernis. Alors on peut faire un beau tableau, on peut faire un tableau superbe, mais ça reste un tableau, c'est pas une construction. Or, le problème des pays comme le Maroc, et ils se comptent par dizaines ces pays-là, c'est qu'il faut travailler sur l'édifice, sur les fondements, pour changer. C'est comme on dit ça en architecture, c'est le rétrofit. En fait, c'est un rétrofit radical qu'il faut faire. Et quand on travaille sur les fondements, sur les fondations d'un édifice, ben, il peut tomber. D'où la peur de s'occuper de ces thèmes-là, et c'est une peur compréhensible. Chez les élites, évidemment, mais même partout. Personne ne veut jouer avec jouer avec le feu. Et pourtant, c'est nécessaire, si on veut le développement. Après, on peut gérer la stagnation. Et encore une fois, je dis, le mot stagnation de ma bouche n'est pas un mot qui est connoté. C'est-à-dire, on peut pallier aux urgences, sans avoir besoin d'un nouveau modèle de développement. On peut gérer les urgences de la santé publique. Ça, c'est de l'humanité, l'humanisme, la décence. Voilà, on peut gérer la crise des urgences. On peut gérer, je sais pas moi, la crise de l'emploi. On peut à la limite créer des zones industrielles, amener des entreprises internationales comme on le fait de manière très intéressante, hein, pour créer des emplois. Ça va pas résoudre le problème d'une génération, de la jeunesse, ou même de l'emploi dans son ensemble, mais ça va calmer, ça va alléger la pression, ce que j'appelle gérer la stagnation, au palier aux urgences. D'accord, on peut faire ça. On peut filer l'exemple, on peut travailler, on peut dire l'éducation est foutue, on va choisir de sauver l'éducation professionnelle, par exemple, ou le supérieur, je sais pas, je dis n'importe quoi. On peut faire ça, et il faut le faire. C'est pas parce que je dis que la civilisation est explosive qu'il ne faut pas faire le reste. Non, qu'il ne faut rien faire. Non, il faut travailler. Mais je veux dire, si on veut vraiment le développement, il ne faut pas qu'on se mente à soi-même. Il faut travailler la civilisation. Alors, pour consoler mes amis marocains, c'est de dire, je voudrais dire aussi que grâce à Dieu, à Providence ou je ne sais pas quoi, même nos amis français et même nos amis européens ont le problème de la civilisation. Eux découvrent aussi qu'ils ont des civilisations différentes sur leur sol, comme j'ai dit au début de la vidéo. Bon courage pour gérer ça. Et ils découvrent aussi que leur propre civilisation, la civilisation occidentale ou ouest-européenne, française, est en grave crise, est en grave déclin. Je pense que le mot déclin n'est pas un mot exagéré. Elle est même en train de faire harakiri. Et on a l'impression qu'il y a des forces obscures à l'intérieur de cette civilisation qui la poussent à faire harakiri. Sur le papier, on ne peut pas comprendre, on n'arrive pas à comprendre comment un pays comme la France, sur le papier, on ne comprend pas comment un pays comme la France, par exemple, puisse aller mal. Un pays extrêmement riche, extrêmement productif, je crois que le PIB par habitant est de 40 000 ou 41 000 euros par an, c'est énorme. Pour un pays qui pratique les 35 heures, est réputé, qui impose trop les entreprises et qui est plein de bureaucratie, chapeau, je veux dire, le peuple français est extrêmement productif. Alors, on ne comprend pas qu'un peuple comme ça soit en crise comme ça, soit dans un déclin, dans cette tension, et il est réellement en déclin. Eh bien, c'est un fait civilisationnel. Il y a une force de cette civilisation-là qui la pousse, à mon avis, par intervalles réguliers, c'est un cycle, à créer son propre malheur. Bon, là, on sortirait du sujet. Voilà, donc le fait civilisationnel, gardez-le en tête, il va encore nous surprendre et pendant longtemps. Notre génération, qu'elle soit au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, aura affaire à lui. Il est fascinant comme il est effrayant. Je pense que le XXe siècle, j'ai dit, c'était le siècle des religions. Il a été aussi le siècle de l'inconscient, de la découverte de la psychanalyse. C'est une grande évolution
de l'humanité. Donc comme pour l'inconscient, il ne sert à rien de lutter contre l'inconscient. L'inconscient a toujours le dernier mot. Il y a plein de films, de livres ou d'œuvres artistiques sur le sujet. L'inconscient a toujours le dernier mot. Et bien les civilisations ont toujours le dernier mot. Maintenant on peut les influencer. On peut faire en sorte qu'elles agissent, qu'elles se comportent en notre faveur ou selon notre agenda. Voilà, tout n'est pas perdu, il ne faut pas se résigner, mais il faut ouvrir les conditions d'un dialogue et d'une influence sur les civilisations. Voilà un beau programme en tout cas que je trouve passionnant, et à mon humble avis, qui n'est pas hors sujet. On est vraiment dans quelque chose qui peut être utile pour résoudre des douleurs et les blessures narcissiques de peuples qui veulent être aussi de la partie. Je veux dire, nous, les gens du Sud, Afrique, Moyen-Orient, voire Amérique latine, nous sommes complexés de ne pas être les vainqueurs de la mondialisation, de ne pas être nous aussi des pays membres de l'OCDE. Et ce sont les civilisations qui nous bloquent, nos civilisations. Voilà, donc c'est un message d'espoir que je veux vous laisser. Et n'hésitez pas à m'écrire ou pour commenter cette vidéo et surtout à échanger avec moi et la partager. Au revoir.